d'orage à Paris. Une jeune maman lutte contre la pluie et la peur pour sauver son bébé. Un homme riche, enfermé dans son monde de luxe, entend son cri. Osera-t-il briser ses murs pour changer leur destin? Plonge dans cette histoire émouvante qui prouve qu'un geste peut transformer des vies. Lis jusqu'au bout, partage si tu crois en l'amour, et abonne-toi pour d'autres récits qui touchent le cœur. La pluie tombait en rideau épais sur Paris, transformant les pavés luisants des rues en miroirs sombres. Le vent hurlait, faisant vaciller les réverbères du 7e arrondissement, près de la tour Eiffel, dont la silhouette dorée perçait à peine l'obscurité. Élodie, une jeune maman de 26 ans, serrait son fils Léon, âgé de 2 ans, contre sa poitrine. Les boucles blondes du petit, trempées, collaient à son front pâle. Ses lèvres viraient au bleu, et son corps frêle était secoué de convulsions violentes. Il était 21 heures, et Élodie se tenait à l'entrée du restaurant Le Ciel d'Or, un lieu élégant où les lustres en cristal scintillaient. Elle criait à l'aide, sa voix rauque se brisant dans la tempête. Son manteau gris, rapiécé et trop fin, laissait l'eau glacée s'infiltrer jusqu'à ses os. Ses baskets usées glissaient sur le trottoir mouillé, et elle s'agenouilla, désespérée, ses cheveux blancs collés à ses joues creusées par l'angoisse. À l'intérieur du restaurant, des clients en tenue chic riaient autour de tables ornées de nappes blanches, savourant des plats fumants et des vins fins. Les serveurs glissaient discrètement entre les tables, ignorant le drame qui se jouait dehors. Les fenêtres embuées du Ciel d'Or formaient un mur entre le luxe chaleureux et la nuit impitoyable. Dehors, une limousine noire, aux vitres teintées, s'arrêta doucement le long du trottoir. À l'arrière, Quentin, 33 ans, dirigeant d'une entreprise technologique florissante, Lunéotech, tapotait sur son téléphone. Son costume noir sur mesure, taillé à Londres, et sa chemise blanche impeccable reflétaient son allure froide et maîtrisée. Une montre en acier brossé ornait son poignet, tic-tac discret sous la pluie. Il venait de conclure un dîner d'affaires avec des investisseurs japonais et s'apprêtait à rentrer dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement, un havre de silence et de marbre. Mais un cri perçant, presque animal, traversa le bourdonnement de la pluie et le tira de ses pensées. Quentin releva les yeux, agacé, et regarda par la fenêtre embuée de la limousine. À travers les gouttes qui ruisselaient, il aperçut Élodie, agenouillée sur le trottoir, son visage éclairé par la lueur d'un réverbère. Elle berçait Léon, dont les bras et les jambes s'agitaient violemment, comme ses yeux verts, brillants de larmes, semblaient supplier non seulement Quentin, mais le monde entier. Quentin fronça les sourcils, son instinct de méfiance prenant le dessus. Il avait vu des arnaques dans les rues de Paris, des mises en scène pour attendrir les passants. « Est-ce un piège ?» demanda-t-il d'un ton sec, son souffle formant un nuage contre la vitre. Élodie secoua la tête, ses sanglots redoublant. « Regardez-le. Regardez mon Léon. Je ne mens pas, je vous en prie, » murmura-t-elle, soulevant légèrement son fils pour que Quentin puisse voir son visage. Quentin baissa les yeux sur Léon. Les joues du petit étaient livides, ses yeux mi-clos roulaient et sa respiration sifflait faiblement. Ce visage enfantin, si fragile, frappa Quentin comme un coup au cœur. Une image surgit, nette et cruelle. Lui, à 5 ans, dans un hôpital de Belleville, tenant la main de sa mère, Marion, dont le visage émacié disparaissait sous un masque d'oxygène. À l'époque, les factures s'étaient dressées comme un mur infranchissable. Sa mère, une couturière célibataire, n'avait pas d'assurance. Quentin avait supplié les médecins, mais ils avaient secoué la tête, impuissants. Sa mère était morte sous les néons froids, le laissant seul avec un chagrin qui l'avait endurci. Ce souvenir, enfoui sous des années de travail acharné et de succès, ressurgit avec une violence qui le secoua. Il ouvrit la portière d'un geste brusque, ignorant la pluie qui trempa son costume hors de prix. « Montez, vite, on va à l'hôpital », ordonna-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une douceur inattendue. Élodie, à bout de souffle, lui tendit pas son fils mais le serra plus fort, hésitant une fraction de seconde. Puis, voyant Quentin debout sous l'averse, ses cheveux auburn luisants d'eau, elle lui fit confiance. Elle grimpa dans la limousine, glissant sur le siège en cuir beige, et Quentin monta à ses côtés, prenant Léon dans ses bras avec une délicatesse surprenante. Le chauffeur, un homme grisonnant nommé Paul,
démarra sans poser de questions, ses yeux fixés sur la route luisante. En chemin vers l'hôpital Necker enfant malade, Quentin regarda Élodie, prostrée, tremblant de froid. « Restez calme, on va le sauver, » dit-il, ses yeux sombres fixés sur les rues floues à travers la vitre. Élodie, pour la première fois cette nuit-là, sentit un mince filet d'espoir couler dans son cœur épuisé. Elle caressa la tête de Léon, murmurant des mots doux contre son oreille, même s'il ne pouvait pas l'entendre. À l'hôpital Necker, Élodie attendait dans une salle d'attente aux murs blancs, Léon endormi sur ses genoux, enveloppé dans une couverture en laine prêtée par une infirmière. L'odeur d'antiseptique flottait dans l'air, mêlée au bourdonnement des néons. Quentin, le docteur Claire Morel, s'approcha d'Élodie, son badge scintillant sous la lumière crue. « Madame, votre fils souffre d'une pneumonie sévère », expliqua-t-elle d'une voix professionnelle mais douce. « Il a une fièvre très élevée et des signes précoces de septicémie. Nous devons l'hospitaliser immédiatement et commencer un traitement par antibiotiques intraveineux. Mais ce traitement est coûteux et l'hôpital exige des garanties financières avant de procéder. » Élodie sentit son estomac se nouer. « Je n'ai pas d'assurance, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. J'ai perdu mon travail de serveuse la semaine dernière. Je n'ai rien, pas d'économie, rien. » Ses larmes coulèrent, chaudes sur ses joues pâles, et elle serra Léon plus fort, comme pour le protéger de cette nouvelle cruauté. La docteure compatissante posa une main sur son épaule. « Prenez un moment pour réfléchir, nous allons vous donner du temps, » dit-elle avant de s'éloigner. Élodie s'enfonça dans la chaise en plastique dur, son regard perdu dans le linoléum usé, serrant Léon comme s'il était son dernier ancrage au monde. Quentin, qui observait la scène depuis le comptoir, s'avança, ses pas résonnant dans le couloir silencieux. Sans un mot, il sortit d'une carte bancaire noire de la poche intérieure de sa veste mouillée et la posa sur le comptoir. « Payez tout », dit-il à l'infirmière, sa voix grave et sans appel. « Traitez ce petit comme si c'était mon propre fils. » L'infirmière, une femme d'une cinquantaine d'années aux lunettes cerclées d'acier, le regarda avec surprise mais acquiesça, saisissant la carte pour lancer les démarches. Élodie releva la tête, abasourdie, ses yeux rougis croisant ceux de Quentin. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle dans un souffle, la voix tremblante d'émotion. « Vous ne me connaissez même pas. » Quentin la fixa, ses yeux sombres, habituellement froids, s'adoucissant pour la première fois. « Je m'appelle Quentin Lavigne, » répondit-il doucement. Et Léon avait besoin d'aide. C'est tout ce qui compte. Les jours suivants, Quentin revint chaque matin à l'hôpital, traversant Paris dans sa limousine noire, ignorant les réunions et les appels de ses associés. Il apportait des cadeaux pour Léon, un ours en peluche brun avec un nœud rouge, des livres d'histoires illustrées de pirates et de dragons, des biscuits au chocolat enveloppés dans du papier coloré. Léon, qui reprenait de force, s'illuminait en le voyant. « Tonton Quentin !» criait-il, sa voix encore faible mais pleine de joie, sautant du lit pour se jeter dans ses bras, ses petits bras s'enroulant autour du cou de Quentin. Ce dernier riait, un son rare et profond, et s'asseyait par terre, ses mocassins vernis contrastant avec le linoléum. Il lisait des histoires à Léon, imitant les rugissements des dragons, ou construisait des châteaux bancals en Lego. Un matin, elle lui demanda, hésitante. « Pourquoi venez-vous tous les jours ? Vous avez une entreprise, une vie ?» Quentin, assis en tailleur à côté de Léon, releva les yeux. « Parce que Léon se bat. Et vous aussi, » répondit-il simplement. « Je veux être là pour voir ça. » Mais un soir, tout bascula. Une photo de Quentin portant Léon dans ses bras sous la pluie devant l'hôpital, avec Élodie en larmes à ses côtés, fut publiée sur un site à scandale. Les gros titres envahirent les réseaux sociaux et les journaux. Le milliardaire Quentin Lavigne séduit par une serveuse dans le besoin. Les spéculations fusaient, certains accusant Élodie d'avoir manipulé Quentin pour son argent. Les actions de l'Unéotech chutèrent de 5% en une nuit, et les investisseurs inondèrent Quentin de messages furieux. Dans un couloir de l'hôpital, sous la lumière crue des néons, Quentin confronta Élodie, sa voix dure. « Avez-vous fait ça pour me piéger ?» demanda-t-il. Ses yeux plissés par la méfiance, Élodie, blessée, sentit sa gorge se serrer. « Jamais !» cria-t-elle, ses larmes jaillissant à nouveau. « Tout ce que je voulais, c'était sauver mon fils. Je pensais que vous étiez différent, que vous compreniez. »
Quentin, submergé par la colère et la peur d'avoir été trahi, tourna les talons et partit, ses pas lourds résonnant dans le couloir. Élodie s'effondra sur une chaise, tremblante, seule, avec Léon endormi. Cette nuit-là, Quentin rentra dans son appartement du 16e arrondissement, un espace vaste aux murs gris ornés de tableaux abstraits et de meubles design. Il s'assit dans un fauteuil en cuir, face à une baie vitrée, donnant sur les toits de Paris, un verre de whisky à la main, intact. La pluie tambourinait contre les vitres, et il repensait à sa mère, Marion. À 9 ans, il l'avait vue mourir dans un hôpital public de Belleville, ses doigts frêles serrant les siens. Les médecins avaient refusé de la traiter sans paiement préalable. Quentin avait fouillé ses poches, offrant les quelques pièces qu'il avait économisées, mais ça n'avait pas suffi. Sa mère était partie, et il s'était juré de ne plus jamais laisser l'argent décider du sort d'une vie. Ce vœu l'avait poussé à construire l'Unéothèque, à amasser une fortune, à ériger des murs autour de son cœur pour ne plus jamais souffrir. Mais ce soir, ces murs tremblaient. Il repensait à Léon, à ses boucles blondes, à son sourire timide. Il repensait à Élodie, à son courage malgré la peur. À l'aube, il prit sa décision. Il retourna à l'hôpital. Élodie était là, près du lit de Léon, qui avait fait une nouvelle crise dans la nuit, une complication liée à sa pneumonie. Ses yeux cernés fixaient son fils, inconscient, relié à des tubes. Quentin s'assit à côté d'elle. Ils veillèrent sur Léon ensemble, main dans la main, sous le bip régulier des moniteurs. Peu à peu, le petit garçon se rétablit, sa fièvre tombant, ses joues retrouvant un peu de rose. Quelques semaines plus tard, Élodie et Léon emménagèrent dans un petit appartement à Montmartre, au dernier étage d'un immeuble aux volets bleus, avec vue sur les toits en zinc de Paris. Élodie trouva un travail au Café des Lilas, un bistrot chaleureux où les habitués l'accueillaient avec des sourires. Elle servait des croissants chauds et des cafés serrés dès 6 heures du matin, ses cheveux relevés en chignon, un tablier noué autour de la taille. Chaque soir, après avoir couché Léon dans son lit orné d'une couette à étoiles, elle ouvrait un carnet à spirale où il dessinait. Ses dessins montraient Quentin, Élodie et lui, main dans la main sous un soleil éclatant, entourés de cœurs maladroits. Tonton Quentin et maman, pour toujours, écrivait-il de son écriture tremblante. Élodie caressait les pages, le cœur lourd, mais empli d'un espoir fragile. Elle évitait les appels de Quentin, craignant que le scandale n'ait brisé ce qu'ils avaient commencé à construire. Mais un jour, Quentin réapparut au Café des Lilas, sa silhouette élégante contrastant avec les tables en bois patiné. Il annonça la création d'une association, Nouveau Départ, pour aider les mamans seules et leurs enfants à accéder aux soins et à un logement. Il proposa à Élodie d'en devenir la codirectrice. Après un moment d'hésitation, elle accepta, touchée par sa détermination. Lors d'une conférence dans un hôtel prestigieux des Champs-Élysées, sous les flashs des caméras, Quentin prit la parole. « Nous ne sommes pas ici pour faire les gros titres », déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Nous sommes ici parce que nous avons vécu une histoire de courage, d'amour et de solidarité. Personne ne devrait se battre seul dans un couloir d'hôpital. » Élodie, à ses côtés, ajouta la voix ferme. « Je ne cherchais pas un sauveur, juste quelqu'un qui croit en nous. Quentin l'a fait, et ça a tout changé. » La salle éclata en applaudissements, et Léon, assis au premier rang, brandit un dessin de leur famille, provoquant des sourires émus. Un an plus tard, dans une petite église en pierre près de la Seine, sous un ciel d'avril parsemé de nuages légers, Quentin et Élodie se marièrent. Les vitraux colorés projetaient des arcs-en-ciel sur les bancs en bois. Léon, vêtu d'un costume bleu marine avec une cravate assortie, portait les alliances sur un coussin de velours, son sourire éclatant. Les invités, des membres de l'association, des amis proches et des infirmières qui avaient soigné Léon, remplissaient l'église de rires et de murmures chaleureux. Élodie, dans une robe en dentelle ivoire, avançait au bras d'une collègue du café, tenant un bouquet de pivoine rose. Le prêtre, un homme âgé au sourire bienveillant, leva les mains. « Vous êtes une famille, déclara-t-il. Quentin, Élodie et Léon, que votre amour construise un foyer plus fort que tout. » Ils échangèrent leurs vœux, les larmes aux yeux, et Léon, entre eux, tendit les alliances avec fierté. Sous un ciel rose, ils sortirent sous une pluie de pétales, riant comme des enfants. Plus tard, près de la Seine,
dans un jardin bordé de saules pleureurs, ils s'arrêtèrent. Quentin s'agenouilla devant Élodie et Léon, son costume froissé par l'herbe. « Vous m'avez sauvé », murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Élodie, les yeux brillants, répondit « Et toi, tu nous as choisis ?» Léon, riant, sauta dans leurs bras, et ils s'enlacèrent, une famille imparfaite mais unie, marquée par les épreuves mais portée par l'amour. Leur histoire devint une inspiration à Paris et au-delà. Un cri dans la nuit, une main tendue sous la pluie, et un amour qui transforma la peur en éternité. Quand une maman supplie de sauver son bébé et que quelqu'un écoute, des miracles se produisent, prouvant que les familles les plus fortes sont celles que l'on choisit. Cette histoire t'a touché au cœur? Partage-la pour rappeler qu'un geste peut changer le monde. Abonne-toi à nos récits inspirants et continue de croire en l'amour, les secondes chances et ceux qui choisissent de rester, même dans la tempête. À bientôt pour une nouvelle histoire qui fera vibrer ton âme.